circoncision se pratique systématiquement, c'est les cartes qui le montrent, c'est pas subjectif, c'est pas idéologique. Il y a des prévalences du sida beaucoup plus basses. Donc, j'ai un peu l'impression que votre présentation suit la même méthode que vous reprochez à l'OMS de présenter une partie des données, mais pas toutes. Pour la première question, je pense que les choses deviennent vite politiques, hein, et donc ce sont des rapports de force entre des personnes, entre des institutions, et c'est comme ça que se règlent les choses. Je vais vous donner simplement 2 ou 3 exemples. En Europe, il y a des pays qui étaient intéressés par financer les programmes de circoncision, en particulier l'Allemagne, Suède, etc. J'étais en contact avec eux, je leur ai présenté les mêmes données et ils ont dit hors de question. Donc vous voyez, avec les mêmes données, on conclut que ce n'est pas la peine. Quand vous regardez la coopération japonaise, ils ne vont jamais se mettre dans des programmes de circoncision. Ils sont strictement hostiles et ils connaissent les données, hein. Donc vous voyez, ça devient vraiment politique. Même les Anglais qui ont pratiqué la circoncision pendant longtemps sont très réticents pour financer les programmes de circoncision. J'étais personnellement dans au Wellcome Trust, donc dans une institution qui finance les projets de épidémiologie, santé publique dans le tiers-monde, ça dans les années 97, 18, 19 jusqu'à 2002. Et on a eu des demandes de financement pour les programmes de recherche sur la circoncision. Autour de la table, il y avait 15 experts qui étaient, je pense, des très bons experts santé publique, qui connaissaient très bien l'Afrique. Aucun n'a défendu le financement de ces programmes, hein. Donc vous voyez, il y a vraiment toujours 2 poids 2 mesures, et c'est vraiment en fonction des rapports de force que les choses se règlent. Aux États-Unis, où j'ai suivi aussi pas mal la polémique, en particulier à l'Académie de pédiatrie, la majorité des gens étaient anti-circoncision, hein. Mais il y a eu des lobbies extrêmement puissants, y compris des grandes écoles de santé publique, Harvard et Hopkins en particulier, qui ont vraiment poussé cette affaire. Et ça s'est réglé d'abord, je pense, dans des rapports de force entre personnalités. Et puis d'autre part, il y a eu beaucoup d'argent qui a été impliqué, hein. Et aux États-Unis, quand les grandes fondations disent on va mettre un gros paquet de dollars sur cette affaire, eh bien les choses changent, hein. En Afrique du Sud, c'était très clair. La très grande majorité de l'establishment médical était absolument opposée à la circoncision. D'abord parce qu'ils voyaient bien que dans les populations circoncises, les épidémies étaient identiques. Donc ils avaient toutes les données, ils avaient une information très précise. Mais quand la fondation Gates et puis le gouvernement américain est arrivé avec 100 millions de dollars, eh bien le gouvernement a fait machine arrière. Le gouvernement qui était au départ, donc le gouvernement précédent, qui était au départ anti-circoncision, qui avait bien compris que ça ne servait à rien, eh bien ils ont changé d'avis simplement pour avoir la manne financière. Donc vous voyez, il y a ces 2 aspects qui ont été fondamentaux. Des rapports de force entre des personnes ou entre des institutions, et puis l'aspect financier. Et pour revenir sur ce que tu mentionnais, le Conseil national du sida où j'ai été, tu as été auditionné aussi, avait conclu que ça n'était pas sérieux. Et donc on aurait pu penser que d'autres institutions en France auraient suivi le Conseil, hein. Bon, c'est qu'un conseil consultatif, on n'est pas obligé de suivre son opinion. Mais voilà, je crois que c'est autour de cette articulation. Pour ceux qui sont intéressés par la science politique, c'est vraiment une excellente étude de cas. Et j'ai mentionné l'étude de Giami et Perret sur le sujet. Ils décrivent très très en détail comment les choses se sont passées au niveau de l'OMS. Pour revenir aussi sur les travaux historiques, il y a un excellent... Oui, j'ai encore la réponse à la dame. Il y a un livre extrêmement précis d'un historien australien qui est intitulé A Surgical Temptation, une tentation chirurgicale, qui décrit extrêmement bien comment ça s'est passé en Angleterre au XIXe siècle, hein. Et donc pour ceux qui sont intéressés, je vous recommande de lire ces livres, c'est vraiment tout à fait illustratif. Alors pour répondre à la question sur la géographique, sur les cartes circoncision et VIH, la principale corrélation c'est avec l'islam. Alors l'islam, dans le milieu islamique, les comportements sexuels sont radicalement différents, l'âge de mariage est radicalement différent,
convaincant. Donc là, ce sont des corrélations qui sont tout à fait fallacieuses. Hein. Par contre, je vous recommande des lectures sur d'autres corrélations avec l'âge au mariage, où là, c'est encore plus convaincant. Et là, on peut démontrer par des modèles mathématiques la corrélation entre la permissivité avant le mariage, l'âge au mariage et le nombre de partenaires avant le premier mariage et les dynamiques d'épidémie de sida. Moi, je m'arrête là. Hein. Merci. Patrick, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ton analyse de l'économie des valeurs et de légitimité du public. Peux-tu nous dire quelque chose sur le discours médical que cette économie de valeurs produit et comment il concourt à la fabrication des urgences et des priorités sanitaires et qui font qu'on privilégie tel type de maladie aux dépens de tel autre? Merci. Également, M. Awondo, je me permets de vouloir nuancer un peu vos propos parce que j'ai eu la chance de travailler pendant 5 ans justement dans ce genre de programme et vous ne parlez pas justement de l'apport justement des différents financements sur le VIH et la tuberculose, sur le renforcement du système de santé en milieu carcéral. C'est vrai, il y a plus de palud que de VIH, mais en fait, le renforcement du système de santé fait que justement, la prise en charge même du palud devient meilleure. Et ça, il faut peut-être nuancer un peu cette manière, je pense, personnelle d'opposer les différentes pathologies, parce que derrière les financements qui sont faits pour le VIH et la tuberculose, vous ne voyez pas justement toute la réflexion des infirmeries qui touchent tout le monde, qui touchent toutes les pathologies, les plaidoyers vis-à-vis des hommes politiques, des différentes directions sur justement comment améliorer la santé. Donc c'est vrai, on peut avoir l'impression qu'il y a un focus qui est fait important sur le VIH et la tuberculose, mais in fine, il y a un véritable renforcement du système de santé en milieu carcéral. Je ne peux pas répondre parce que c'était un commentaire. Il ne s'agit pas d'une posture militante contre le VIH et la tuberculose. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Sur la question de Basile, le propos, évidemment, si on entre dans cette discussion-là, ça va être très long, mais le propos était un tout petit peu de discuter les effets induits d'un surinvestissement qui est consacré à la fois par le discours médical, mais aussi par d'autres types d'acteurs comme nous. J'ai rappelé que j'étais en postdoc sur cette question-là, donc on fait aussi partie, nous en sciences sociales, des gens qui participent à la légitimation d'un certain nombre de choses. Et je reviens sur ce qu'il dit. Il ne s'agit pas d'une attaque contre le discours médical et sur la façon dont les choses sont priorisées sur le continent. Il s'agit juste de questionner les effets induits d'un surinvestissement sur quelque chose. C'est une question tellement évidente. Tout le monde le sait. Tous ceux qui vont en prison le savent, ils le voient. C'est vrai que ces financements-là aident à faire quelque chose d'autre, mais ce n'est pas toujours le sentiment des professionnels. Et il faut peut-être réfléchir à cette question-là. C'est ça le propos de... Je ne voudrais pas entrer dans la polémique dans ce sens-là. Alors, merci pour ces présentations. Ma question s'adresse à Carole Biloua sur la réaction du couple à l'annonce du sida. En fait, je voudrais savoir, est-ce que... vous m'entendez? Oui, je dis, est-ce que vous avez pris en compte des variables comme par exemple la religion ou l'appartenance à des groupes spécifiques communautaires, par exemple, ou des couples hétéros ou homo? Bon, voilà, je voulais savoir, parce que les résultats tels que vous les avez présentés nous permettent, enfin, ne permettent pas pour moi d'apprécier véritablement toutes ces variables-là, si ça a été pris en compte ou pas. Voilà.
En fait, là, il s'agissait plutôt d'exemplifier en fait ce que j'ai appelé le changement de paradigme, en fait, la façon de problématiser la question de la révélation ou non du statut VIH et moins de rentrer dans les détails de l'analyse, mais je vais présenter un petit peu plus en détail, peut-être que ça répondra à vos questions en fait. Vraiment, je vais présenter de l'empirique à la prochaine session autour du secret au sein du couple, où effectivement toute une série de variables sont prises en compte. Fait référence au fait que des personnes séropositives avec un traitement antirétroviral qui sont négatives et avec une charge virale contrôlée ne transmettent plus le virus. Donc dans un cas, il s'agit du traitement des personnes positives, dans l'autre cas, le traitement des personnes négatives.